Thibault Gisclard. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais tout d'abord remercier Madame Legros pour m'avoir invité à participer à ce colloque et à vous parler de la question des rapports entre les nanotechnologies et le droit des brevets. Alors, le droit de la propriété intellectuelle permet en effet d'assurer la protection des inventions nanotechnologiques et inventions pour lesquelles cette protection revêt un enjeu financier considérable. Nous avons parlé ce matin de la molécule, du médicament Abraxane, donc c'était, rappelons-le, du paclitaxel qui était vectorisé par des nanoparticules d'albumine, et il y a eu un contentieux à ce sujet aux États-Unis, puisqu'en réalité ce médicament contrefaisait un brevet donc de Elan Pharmaceuticals International Limited, donc il y a eu un contentieux entre ces deux sociétés, le titulaire du brevet initial et le fabricant Abraxis de ce médicament Abraxane. Donc ce contentieux a eu lieu à la fin des années 2000 aux États-Unis et a donné lieu tout d'abord à une condamnation pour contrefaçon à payer 55 millions de dollars aux États-Unis. Puis l'affaire s'est ensuite résolue par une transaction qui a permis donc au fabricant au titulaire du brevet de concéder une licence à Abraxane, donc ce qui fait qu'actuellement le médicament respecte le brevet initial. Et cette transaction prévoyait donc une licence d'un montant de 78 millions de dollars. Donc les sommes en jeu qui sont permises par la protection par le droit des brevets sont tout à fait considérables. Alors, la question, évidemment, c'est de se demander si le droit des brevets présente des spécificités, puisqu'on pourrait dire les nanotechnologies sont des technologies un petit peu spéciales, elles sont particulièrement modernes. Y a-t-il des particularités du droit des brevets au regard des nanotechnologies ? Eh bien, si on se réfère à l'article 27 de l'accord ADPIC de 1994, il nous indique qu'un brevet pourra être obtenu pour toute invention de produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques, j'insiste, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle applique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Alors, les inventions dans le domaine des nanotechnologies sont par conséquent protégées par le droit des brevets exactement au même titre que les autres inventions. Il n'y a pas des brevets spécifiques aux nanotechnologies, ça c'est tout du moins le principe. On va voir que dans la pratique, il y a quand même quelques questions qui se posent puisque l'examen notamment des critères de brevetabilité qui se fait donc par les offices des brevets déjà en premier lieu, va déjà, donc que ce soit l'Institut national de la propriété industrielle en France ou l'Office européen des brevets lorsqu'on choisit la voie du brevet européen, cet examen nécessite notamment de pouvoir identifier tout d'abord les antériorités en la matière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu soit des inventions qui éventuellement ont donné lieu à des brevets ou même des divulgations par des voies des publications scientifiques concernant le même sujet. Tout ceci doit être examiné pour vérifier si un brevet peut bien être accordé. Et une difficulté déjà qui apparaît très très rapidement en pratique, c'est qu'il faut pouvoir justement identifier ces antériorités. Et ça peut être très compliqué parce que en matière de nanotechnologie, on a des problèmes terminologiques. Les mots qui sont utilisés pour décrire les inventions, pour décrire les phénomènes et les structures et les substances employées peuvent être assez divergentes d'une publication à l'autre, et on peut avoir un petit peu de mal à identifier finalement quels brevets sont nanotechnologiques, et puis même pour une même technologie, finalement l'utilisation de mots différents pourrait aboutir à ce que l'on ne puisse pas nécessairement, en tout cas, identifier au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une antériorité par rapport à une demande de brevet donnée. Donc il fallait, c'était indispensable, créer une classification et essayer au moins de créer un embryon de terminologie spécifique et, si possible, standardisée. Donc c'est tout d'abord ce qui a été fait par l'International Patent Classification qui a créé une classe spécifique, la classe B82, pour les nanotechnologies. Étant précisé que là aussi, pour être plus précis, parce que c'est une classe extrêmement vaste, et aujourd'hui ce sont des dizaines de milliers, même plus d'ailleurs, de brevets qui font partie de cette classe, il fallait la subdiviser. Donc on a subdivisé une première sous-classe B82B pour les nanostructures formées par manipulation d'atomes, de molécules ou d'ensembles limités d'atomes ou de molécules, un à un comme des unités individuelles, ainsi que leur fabrication ou leur traitement. Seconde sous-classe de cette classification, c'est la sous-classe B82Y, et cela concerne l'utilisation ou les applications spécifiques des nanostructures, la mesure ou l'analyse des nanostructures, et enfin la fabrication ou le traitement des nanostructures. Mais là encore, ce n'est
toujours pas assez précis, donc il faut, là encore, descendre, non pas dans l'échelle des tailles, mais dans l'échelle des classifications. Donc on a 9 groupes qui composent cette sous-classe B82Y, avec tout d'abord les nanobiotechnologies ou la nanomédecine, ensuite les nanotechnologies pour le traitement, le stockage ou la transmission d'informations, les nanotechnologies pour l'interaction, la détection ou l'actionnement, la nano-optique, le nanomagnétisme, les nanotechnologies pour les matériaux ou la science des surfaces, les procédés ou appareils pour la mesure ou l'analyse des nanostructures, la fabrication ou le traitement des nanostructures, et enfin les matières non prévues dans les autres groupes de la présente sous-classe. Il faut toujours une voiture balai. Alors ça, donc c'est la classification internationale des brevets, et qui dû aussi préciser ce qu'on entendait par échelle nanométrique. Alors l'échelle nanométrique, selon cette classification, c'est une taille géométrique contrôlée inférieure à 100 nanomètres dans une ou plusieurs dimensions. C'est la définition retenue de l'échelle nanométrique. Et qu'en est-il de celle d'une nanostructure? Eh bien, on nous explique qu'une nanostructure, c'est une entité ayant au moins un composant fonctionnel de taille nanométrique, dont les propriétés ou les effets physiques, chimiques ou biologiques sont uniquement attribuables à l'échelle nanométrique. Donc ça, c'était pour la classification qui est donnée par la classification internationale des brevets, sachant que l'OEB utilise lui-même sa propre classification, la classe Y01N, l'Office américain des brevets, la classe 977, l'Office des brevets japonais a lui aussi sa propre classification, ZNM, bon, peu importe. Une des particularités aussi des brevets nanotechnologiques est que, et cela a déjà été souligné ce matin, ils sont fréquemment déposés par des universités. Beaucoup plus que d'autres, les brevets en général. Ainsi, en France, le premier titulaire académique des brevets en matière de nanotechnologie, c'est le CNRS. Et de manière générale, en France, c'est 40% des brevets en matière de nanotechnologie, qui sont d'origine universitaire, ce qui est assez nettement plus élevé que la moyenne mondiale, qui est située environ à 25%. La France est aujourd'hui le 7e déposant dans le monde de brevets concernant les nanotechnologies, et donc elle vient après les États-Unis, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l'Allemagne et les Pays-Bas. Alors il faut savoir cependant que les demandes de brevets qui sont faites par les inventeurs ne sont généralement pas, n'ont pas vocation à être étendues à un grand nombre de pays. Généralement, donc l'inventeur va souvent demander son propre pays en tout cas, et puis il va généralement étendre la demande à 3-4 autres pays, mais rarement plus. Donc typiquement, les brevets les plus souvent visés dans les demandes, ce sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne ou la France. En revanche, par exemple, les pays qui économiquement sont moins avancés ne sont visés que par moins de 5% des demandes. Pourquoi? Parce qu'on a sans doute jugé aussi qu'il n'était pas nécessairement opportun, ou en tout cas indispensable, d'avoir une protection qui est relativement coûteuse, et par ailleurs qui n'a pas nécessairement d'effet particulièrement efficace. Pourquoi? Parce qu'on le reverra tout à l'heure, les techniques pour pouvoir fabriquer des inventions, enfin pour pouvoir mettre en œuvre des inventions nanotechnologiques sont assez complexes et ne peuvent pas nécessairement être mises en œuvre aussi facilement que pour d'autres types d'inventions. Alors concrètement, le législateur français, conformément à ses engagements internationaux, n'a donc pas prévu, tout comme ses homologues étrangers d'ailleurs, de spécificité, de particularité pour les critères de brevetabilité des inventions nanotechnologiques, mais néanmoins, l'application des conditions classiques, donc standards de brevetabilité, peut poser quelques difficultés pratiques dans le domaine des nanotechnologies. Donc tout d'abord, il faudra bien évidemment se garder de penser que tout ce qui est très petit serait nécessairement brevetable. Et ensuite, d'autres problèmes vont surgir, notamment lorsque la portée de certains brevets en matière nanotechnologique est inversement proportionnelle à la taille de l'invention. Alors, tout d'abord, l'échelle nanométrique constitue un marchepied insuffisant vers la brevetabilité. Si on reprend le texte français, l'article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle, sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Donc, tout d'abord, seule une invention est brevetable. Ça n'est pas le cas d'une simple découverte. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Et le problème va se poser notamment pour des matériaux qui existent dans la nature. Tel serait le cas, par exemple, pour un nanomoteur moléculaire,
parce que cela existe dans la nature, c'est par exemple le complexe F0F1 d'une ATP synthétase, qui est un remarquable moteur moléculaire existant dans nos cellules. Pour prendre un autre exemple, le graphène, c'est une monocouche d'atomes de carbone. Eh bien, il suffit de prendre un crayon de papier et d'écrire quelque chose sur une feuille, et vous allez générer des petites quantités de graphène. Donc, évidemment, dans cette circonstance, il ne s'agit pas d'aller déposer un brevet en disant, bon, voilà, j'ai fait une invention. Non, c'est pas une invention, c'est une découverte. Donc toutes les formes de graphène, concrètement, ne sont pas brevetables. Certaines formes le sont, parce que tout dépend du procédé de fabrication, des structures, etc. Mais n'importe quelle forme de graphène n'est pas nécessairement brevetable, tout simplement parce qu'il faut une invention. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut remarquer que c'est l'article 611-17 du Code de la propriété intellectuelle, ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine. À l'ordre public ou aux bonnes mœurs, étant précisé que cette contrariété ne peut résulter du seul fait que l'exploitation serait interdite par une disposition législative ou réglementaire. Alors concrètement, on peut avoir des exemples d'applications en matière typiquement de nanobiotechnologie. Et prenons une application particulière de ce principe, c'est l'article L611-16 du Code de la propriété intellectuelle, qui trouve d'ailleurs son équivalent dans l'article 53C de la Convention sur le brevet européen, et qui prohibe la brevetabilité des méthodes thérapeutiques appliquées au corps humain. Brevetabilité des méthodes thérapeutiques appliquées au corps humain, et ceci a très très récemment reçu application devant les tribunaux français, puisque la Cour d'appel de Paris a annulé une revendication de type suisse qui n'était pas, donc, concernant substances pharmaceutiques, qui n'était pas limitée à l'utilisation du produit en cause pour une utilisation thérapeutique spécifique. Concrètement, c'était l'utilisation de nanoparticules de n'importe quel médicament pour soigner n'importe quelle maladie et s'appliquant à tout patient, quel que soit le mode d'administration du médicament et son dosage. Bon, c'est extraordinairement large, évidemment. On aurait peut-être d'ailleurs même pu l'annuler pour d'autres raisons. Toujours est-il que la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 novembre 2015, a choisi de l'annuler en considérant qu'il y avait là une méthode thérapeutique applicable au corps humain. Donc, c'était la technologie, d'ailleurs, nanocristal, qui était développée par Elon Corporation, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, l'invention nanotechnologique doit, pour être brevetable, être susceptible d'application industrielle. Et les difficultés peuvent survenir sur ce point, notamment du fait du caractère interdisciplinaire et transindustriel des inventions nanotechnologiques. Alors, ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas nécessairement insurmontable. Mais il y a des brevets qui ont été refusés parfois pour absence d'application industrielle par l'OEB. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement pas au lecteur du brevet d'aller deviner à quoi peut bien servir l'invention, c'est au déposant de l'expliciter. Donc là aussi, il faut faire attention dans la rédaction du brevet à bien préciser l'application industrielle de l'invention. Ceci étant dit, c'est surtout les conditions de nouveauté et d'activité inventive qui vont poser potentiellement des problèmes particuliers en matière de brevets nanotechnologiques. Commençons par la nouveauté d'une plage de taille de nanostructure. La nouveauté, c'est, vous le savez, le fait pour une invention de ne pas être comprise dans l'état de la technique. Et ceci peut être un petit peu délicat à apprécier dans l'hypothèse des inventions de sélection. L'invention de sélection, c'est typiquement, par exemple, lorsqu'un inventeur va choisir une plage de valeur. Alors typiquement, dans notre hypothèse de nanotechnologie, ça peut être la taille d'une nanostructure, parmi une autre plage de valeur, plage plus large évidemment, une plage qui est déjà connue. Est-ce nouveau ? Est-ce que cette antériorité que constitue cette plage plus large déjà divulguée remet en cause la nouveauté ? Eh bien, la réponse n'est pas forcément évidente parce que si l'on se réfère aux directives d'examen de l'OEB, cette plage de valeur limitée qui est sélectionnée parmi une plage comprise dans l'état de la technique, elle est considérée comme nouvelle selon l'OEB si elle répond à un triple critère. Donc, premièrement, elle doit être étroite par rapport à celle qui est connue. Ensuite, elle doit être suffisamment éloignée de tout exemple spécifique qui a été divulgué dans cette plage, ainsi que des points extrêmes de la plage connue. Et enfin, elle ne doit pas être extraite arbitrairement de la plage connue. L'idée, c'est qu'on ne va pas, on va choisir, il faut qu'on ait choisi, par exemple, une plage qui présente un intérêt particulier, des propriétés particulières. Bon, ce n'est pas choisi au hasard.
Et ceci étant dit, ça peut poser problème parce que ça, c'est la solution qui est retenue par l'OEB. En Allemagne, vous savez que les cours allemandes peuvent être amenées à juger, enfin, les cours françaises d'ailleurs, peuvent être amenées à juger de la validité d'un brevet délivré par l'OEB, et les Allemands n'ont pas cette interprétation. Ils considèrent que dans une telle hypothèse, la plage a été divulguée parce qu'elle fait partie d'une plage plus large. Donc on a des exemples où la Bundesgerichtshof, par exemple, remet en cause un brevet qui pourtant répond aux critères de l'OEB. Après, il faut élaborer des stratégies pour essayer de contourner cette prohibition finalement des inventions de sélection, pour faire simple, en tout cas de plage de valeur, selon la jurisprudence allemande. Autre exemple également relatif à la nouveauté en matière de nanotechnologie, c'est de l'affaire sélanèse acétate contre Rhodia Aceto, donc de la contentieux devant la Chambre des recours de l'OEB. Et le brevet contesté, il revendiquait des particules de dioxyde de titane de moins de 100 nanomètres de diamètre. Mais il y avait un art antérieur, donc des situations soit un ancien brevet, soit des documents, un article de recherche, par exemple, qui divulguait des particules de dioxyde de titane de 10 nanomètres à 1000 nanomètres. Donc vous voyez, ça se recoupe en très très grande partie. Et la Chambre des recours de l'OEB a considéré que la plage revendiquée n'avait cependant pas été divulguée par cette antériorité, parce que la plage de valeur du brevet antérieur n'était qu'une distribution de la taille des particules, donc finalement une sorte de courbe de Gauss, si vous voulez, et non pas des exemples de leur taille moyenne. Ensuite, elle a aussi indiqué que l'exemple unique qui était illustré dans le brevet antérieur, c'était des particules de 300 nanomètres, et ça ne correspondait pas à la gamme du brevet litigieux. Donc une appréciation relativement souple par l'OEB, mais qui, encore une fois, n'est pas nécessairement partagée par les juridictions nationales qui peuvent être amenées à juger de la validité du brevet. Voyons ensuite la question de l'activité inventive qui est présentée par une nanostructure. Tout d'abord, il faut souligner que la seule miniaturisation d'une structure connue ne suffit pas pour remplir la condition de l'activité inventive. Il est nécessaire que cette miniaturisation présente des résultats inattendus. Et dans le contentieux SmithKline-Bickham contre Wyeth Holdings, devant là aussi la Chambre des recours de l'OEB, c'était relatif à un vaccin. Il y avait un effet adjuvant des nanoparticules lipidiques, et cet effet adjuvant avait été renforcé par la diminution de la taille. Et la Chambre des recours de l'OEB a indiqué que rien dans l'art antérieur ne laissait présager qu'on renforcerait cet effet adjuvant en diminuant la taille. Et par conséquent, elle a retenu l'activité inventive. Au-delà de la simple question de la taille, des problèmes d'activité inventive peuvent également se poser, notamment dans le domaine pharmaceutique, pour l'application d'une forme de nanoparticule à une substance active. Et dans l'affaire Merck-Sharp-and-Dohme contre Exal et Teva, donc devant là encore la Chambre des recours de l'OEB, mais cette fois-ci très récemment, l'art antérieur décrivait des nanoparticules qui étaient utilisées pour augmenter la biodisponibilité de certains médicaments. L'idée, là encore, c'est d'augmenter le rapport surface sur volume. Mais le problème, c'est que des nanoparticules de médicaments ont tendance à s'agréger, à se regrouper en elles-mêmes. Problème de stabilité, problème d'agrégation. Donc, du coup, évidemment, ça devient beaucoup moins efficace. Donc, il faut finalement limiter ce risque d'agrégation particulière, et on utilise à ce moment-là des agents de surface. C'est sur ça que portait donc le brevet. Et le brevet appliquait justement cette technique, notamment à des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à certaines molécules d'antiémétiques. Et le brevet qui était contesté devant la Chambre des recours de l'OEB, lui, va aller appliquer cette même technique, mais il allait l'appliquer à l'aprepitant, qui est un antiémétique, mais qui n'était pas mentionné dans le brevet antérieur. Alors, est-ce que pour autant, comme on avait déjà mentionné d'autres médicaments, et notamment d'autres antiémétiques, il fallait retenir qu'il n'y avait pas d'activité inventive, puisque finalement c'est la même classe de médicaments, ça a le même effet, limiter les nausées, donc par conséquent, ce ne serait pas nécessairement inventif. C'est évidemment ce que soutenait l'opposant à ce nouveau brevet, mais donc cette nouvelle antiémétique, l'aprepitant, que l'on couplait donc à cette technologie de nanoparticules, la Chambre des recours a considéré qu'il y avait bien une activité inventive. Pourquoi ? Parce que le problème de la biodisponibilité n'est pas lié à l'activité pharmacologique, mais aux propriétés intrinsèques de la substance active. Ce n'est pas l'effet du médicament qui compte, c'est sa structure. Donc par conséquent, cela exclut toute généralisation d'une classe thérapeutique. Donc il y a bien une activité inventive en l'espèce.
Alors, ceci étant dit, il ne suffit pas que l'invention elle-même réponde aux critères de brevetabilité pour que le titre brevet soit nécessairement efficace. Et il faut remarquer que sur ce point, ce qui peut remettre en cause l'efficacité du brevet, c'est que les déposants ont parfois tendance à vouloir obtenir des brevets de portée démesurée pour leurs inventions nanotechnologiques. Et nous en venons à notre seconde partie, les risques des macro-brevets en matière de nanotechnologie. La volonté de certains opérateurs d'obtenir des droits exclusifs sur de larges domaines de nanotechnologie, qui est de surcroît parfois couplé à des déficiences de rédaction des brevets, qui peuvent être dues, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, à une terminologie encore un peu fluctuante, ceci va faire que les brevets nanotechnologiques prennent parfois une importance excessive, ce qui peut avoir un double effet au niveau du brevet lui-même et également au niveau du secteur économique. Voyons tout d'abord, au niveau du brevet lui-même, le risque qui est causé par l'insuffisance potentielle de description du brevet. La règle en la matière, c'est que l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Évidemment, tout dépend aussi de ce qu'on va entendre par homme du métier, et donc la définition qui est retenue dans chacun des contentieux est évidemment très importante pour savoir l'abondance de détails qu'il faudra retenir. Vous doutez bien que si l'homme du métier est quelqu'un qui a fait un post-doctorat, peut-être l'abondance de détails sera moins élevée que si on retient quelqu'un qui est technicien et qui voilà, on aura une expérience de la recherche nettement moins poussée. Inversement, suivant la définition de l'homme du métier, après, elle joue aussi au niveau du seuil d'inventivité. Alors, ceci étant dit, les exemples où on va vous donner une définition en matière de nanotechnologie de l'homme du métier ne sont pas toujours très, très explicites. Dans une affaire, là encore, de l'OEB, on vous indique que l'homme du métier doit être highly qualified scientist, well aware of the latest developments in nanocrystalline materials. Bon, c'est pas très, très explicite. Scientifique hautement qualifié, bien au courant de, oui, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, voilà, il a combien d'années d'expérience, il a quel diplôme? On ne sait pas très bien. Donc ça ne nous avance pas toujours. Donc des incertitudes en plus terminologiques, on l'a dit, et des évolutions rapides de la matière peuvent rendre assez délicate une description adéquate. Et dans l'affaire Mark Sharp-Vendôme contre Exal et Teva que j'ai cité tout à l'heure pour l'activité inventive, les opposants prétendaient que l'homme du métier ne pourrait pas correctement déterminer la taille moyenne de la particule au regard de la description. Et la Chambre des recours de l'OEB, elle a rejeté la critique en relevant que la description renvoyait spécifiquement sur ce point à une technique de spectroscopie par corrélation de photons, qui était d'ailleurs bien connue, nous disait-on, de manière surabondante, par l'homme du métier. Mais il faut voir aussi que le futur breveté peut aussi tenter de limiter la description à la portion congrue afin de limiter les effets de la divulgation par le brevet. Parce que le brevet, c'est bien, ça nous offre un titre de propriété industrielle pour se défendre, mais c'est un inconvénient aussi, c'est qu'on va révéler son invention. Et on va permettre à d'autres personnes déjà de continuer des recherches et ensuite, une fois que le brevet aura expiré, il y aura normalement tous les détails nécessaires pour pouvoir exécuter, mettre en œuvre l'invention. Donc c'est pas forcément ce que souhaitent les déposants. Ils peuvent être tentés de ne pas en dire assez pour que justement il devienne très difficile de mettre en œuvre l'invention. Alors là, évidemment, on s'expose à un risque justement d'insuffisance de description. Alors, par exemple, si on revendique une large plage de valeur de taille de nanostructure, alors qu'en réalité, on a bien repéré que c'était une taille bien spécifique dans cette large plage qui nous intéressait, mais évidemment, on ne va pas le dire pour que les concurrents doivent passer beaucoup de temps à déterminer quelle est la bonne taille vraiment utile. Et il pourrait être exigé que le breveté, par exemple, prouve que l'invention peut bien être réalisée dans toute la gamme revendiquée. Donc ça, c'est quelque chose qui peut, là encore, limiter la portée du brevet. Autre risque également, en demandant des brevets trop larges, c'est plus généralement, et au niveau économique, au niveau d'ensemble, et pas simplement au niveau d'un brevet ou d'un breveté en particulier, c'est le risque de ce qu'on appelle aux États-Unis le patent thicket en matière de nanotechnologie. Alors ce patent thicket, littéralement, c'est un fourré de brevets, il n'y a pas vraiment de traduction idéale. Ça survient, ce phénomène, lorsque se juxtaposent de nombreux brevets dont les domaines vont se recouper partiellement. Concrètement, donc un certain nombre d'auteurs, et pas des moindres, notamment Mark Lemley, ont pu évoquer un risque accru de patent thicket, notamment en matière de nanotechnologie, qui se prêterait encore plus que d'autres secteurs. Alors, 3 facteurs principaux favorisent l'apparition de telles difficultés. Tout d'abord, contrairement au domaine de l'informatique ou des biotechnologies qui ont véritablement décollé dans les années 70, même si il y avait
précédent, les années 60, on va dire, mais les véritables essors, c'est les années 70. Et à cette époque, on n'avait pas pour habitude de breveter les innovations fondamentales en la matière. Donc la technologie fondamentale de l'ADN recombinant, les techniques fondamentales de l'informatique n'ont pas été brevetées à l'époque. Et donc les briques, entre guillemets, les matériaux de construction essentiels sont libres, et ont toujours été libres. Mais en revanche, en matière de nanotechnologie, le début des nanotechnologies, effectivement, ça commence au milieu des années 80. L'invention du microscope à effet tunnel ou à force atomique, c'est le milieu des années 80. Et concrètement, là, à cette époque, il y a une habitude, et pas seulement pour les nanotechnologies, mais de breveter à peu près toute invention. Et donc de très nombreux dépôts de brevets ont eu lieu à partir de cette époque, et notamment en matière de nanotechnologie. Et ces brevets ont eu lieu même pour les matériaux de base. Et ces brevets qui ont été déposés étaient parfois extrêmement larges dans leurs revendications. Prenons un exemple pour des nanotubes de carbone, un brevet IBM de 1993 qui revendiquait a carbon fiber having a wall consisting essentially of a single layer of carbon atoms. C'est vraiment extrêmement vague, on vous explique très très peu de choses, on vous dit simplement, voilà, une fibre de carbone qui est constituée essentiellement d'une simple couche d'atomes de carbone. Bon, voilà, c'est extraordinairement vaste comme brevet. Donc ça aussi, ça pose des difficultés parce que potentiellement, ça veut dire que quand vous avez un brevet comme ça, vous pourriez quasiment plus utiliser des fibres de carbone. Ou alors, en tout cas, vous limitez énormément le champ d'action. Alors évidemment, on peut essayer de contester la validité du brevet, mais bon, tout ceci est très 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 complexe. Et donc tout ceci peut créer finalement un secteur où il devient difficile d'innover, où il devient difficile de produire parce qu'on ne peut pas toujours identifier les brevets disponibles, parce qu'il y a énormément de brevets qui ont été déposés, qui se recoupent entre eux, donc potentiellement pour exploiter une invention, il faudrait avoir l'accord de plusieurs dizaines, on risque de mettre en œuvre des dizaines de brevets, donc il faudrait obtenir l'accord de dizaines de brevetés. Négocier des licences, sachant que souvent, voilà, les licences ont un coût très élevé. Donc, si vous additionnez ces licences potentiellement, qui sont parfois calculées, mettons que vous preniez 10% du chiffre d'affaires, voilà, si vous avez 20 brevets, rien que vos licences vous coûtent déjà 2 fois plus cher que votre chiffre d'affaires. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. Bon, alors ça, c'est évidemment des chiffres théoriques. En pratique, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais néanmoins, ça crée quand même des freins pour l'innovation. Et donc avec ces risques de ne pas identifier tous les brevets pertinents, et le risque aussi pour des brevetés, vous déposez un brevet, vous n'étiez pas au courant qu'il existait d'autres brevets sur un secteur qui recoupe le vôtre, vous risquez de perdre votre titre. Bon, si vous exploitez une invention dont vous ignorez qu'elle était au moins partiellement brevetée par un tiers, vous risquez de vous voir contraindre au minimum déjà à cesser votre exploitation, mais surtout peut-être à conclure une licence et à des très mauvaises conditions. Et pourquoi ? Parce que les contentieux judiciaires en matière de brevets sont extrêmement coûteux, et concrètement, même sans abus de la part du titulaire du brevet, des nombreuses licences croisées, voilà, peuvent être tout à fait excessives en matière de coûts. L'identification des titulaires aussi peut poser problème, parce qu'on l'a dit, ce sont souvent de toutes petites entreprises qui déposent ce type de brevet, donc ça peut être très difficile d'identifier qui est le titulaire actuellement. Alors une solution en la matière, ce serait de faire appel à des patent pools, c'est-à-dire des entreprises qui vont regrouper les différents brevets. Ça peut être un petit peu plus facile pour identifier les brevets impliqués et pour conclure des licences. Alors, ceci étant dit, ces craintes de patent thicket, en réalité, ont sans doute été un petit peu excessives. Avec 5 ou 10 années de recul, les premiers articles qui dénonçaient ce risque datent d'il y a environ 10 ans. On se rend compte que ce patent thicket qui était attendu n'a pas véritablement été observé dans le domaine des nanotechnologies, et que les brevets s'avèrent en effet des instruments moins efficaces que prévu, aussi parce que la mesure ou la détection des contrefaçons dans le domaine des nanotechnologies est problématique. Tout le monde n'a pas un microscope à effet tunnel ou à force atomique pour aller vérifier que telle substance qui est commercialisée utilise effectivement votre nanotechnologie. Donc c'est une difficulté concrètement pour les titulaires de brevets de poursuivre les contrefaçons. En outre aussi, il faut voir que c'est un peu un corollaire. La complexité de l'ingénierie reverse en la matière de nanotechnologie fait qu'une solution alternative de protection, qui en pratique est assez fréquemment envisagée, notamment pour le domaine des nanocéramiques ou des nanocatalyseurs, c'est tout simplement le secret des affaires, qui peut, donc en ne divulguant pas finalement l'invention et en faisant en sorte qu'elle reste secrète, ce qui pose de nombreuses difficultés, je ne vais pas détailler ce point, ce qui peut finalement générer une protection assez intéressante, d'autant qu'elle ne va pas expirer au bout de 20 ans. Évidemment, elle peut ensuite être considérablement privée d'effet dans un certain nombre de circonstances, mais ceci nous emmène
un peu trop loin dans le cadre de notre domaine. En tout cas, les brevets en eux-mêmes présentent un certain nombre de limitations en matière de nanotechnologie, mais les risques qui ont parfois été invoqués n'en restent pas moins relativement limités.